Ok, super. Euh, alors, je vais prendre les questions dans l'ordre dans laquelle je les ai reçues. Et Marine, vous étiez la première. Et votre question, c'était sur approfondir les connaissances sur les produits Google et notamment sur Google Hotel. Alors, c'est pas une question, mais on va essayer d'y répondre quand même. La prochaine fois, ce serait chouette que vous ayez un micro, ce sera plus simple. Euh, Est-ce que dans le chat, vous pouvez m'expliquer plus ou moins quelle est votre question? Parce que approfondir les connaissances, là, il y a des formations sur The Hotel Club, sur les différents outils Google. C'est ce qui va vous aider à approfondir vos connaissances. Mais est-ce que vous avez des questions précises sur certains outils, sur certaines fonctionnalités? Et auquel cas, posez-les, ça va être plus simple. Et pendant ce temps-là, je vais regarder. Donc, Anthony, toi, tu aimerais avoir ton avis sur le branding de l'établissement, positionnement du nom de marque. Donc, actuellement, ton hôtel, tu l'as appelé hein, sur Booking, c'est Hôtel Le Panoramique. Ouais. Non, c'est ça, hein, Hôtel Le Panoramique. Et après, tu as un hôtel au cœur des gorges du Verdon, Hôtel Le Panoramique. Alors, où est-ce qu'il y a Hôtel Le Panoramique? Où est-ce qu'il y a un hôtel au cœur des gorges du Verdon? Alors pour l'instant, en fait, l'explication de ça, c'est que les mois derniers, j'ai un peu regardé pour travailler ma fiche Google My Business. Donc je Oui, veux me positionner en termes de mots-clés sur Hôtel Gorge du Verdon. Donc au final, ça a pas mal marché parce que j'ai une belle augmentation de trafic par rapport à ça. Par contre, ben, du coup, je suis plus cohérent avec mon branding parce que, en gros, j'ai mon site web, c'est hôtelverdon.com. oui. Ensuite, j'ai ma fiche Google My Business qui est avec. Alors, ça pareil, je l'ai mise à jour un instant. Donc là, on regarde et je te confirme ça. Donc, Donc, ton site web, c'est hôtelleverdon.com. hôtelverdon.com, ouais. Ah, il y a même pas panoramique. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Donc, en fait, le site web, c'est hôtelverdon.com. La fiche Google My Business, du coup, elle a été corrigée. J'ai marqué hôtel le panoramique / votre hôtel au cœur des Gorges du Verdon. Parce qu'en fait, Ouf. Google m'avait corrigé ce que j'avais rentré et il m'avait mis en avant d'abord un hôtel au cœur des Gorges du Verdon et ensuite hôtel le panoramique. Donc, en plus, on était plus cohérent par rapport, quelque part, à Ok. l'ordre où on doit faire tout apparaître. Donc, Ouais. en gros, je voulais ton avis par rapport à ça parce que je sais que c'est un peu compliqué. En Et sur les gros, OTA, sur les OTA, genre sur Booking.com, c'est juste hôtel de panoramique. ouais. Donc ça n'a jamais été touché. Donc pour l'instant, je les ai pas encore appelés tant que je me suis pas fixé sur mon nom de Ok, marque, mon alors, branding et sur quoi je vais mettre, quoi. ok. Et tu as d'autres endroits où tu es distribué, où tu es visible ou... Oui, je suppose. Ouais, Expedia et Airbnb. Et tu utilises hôtel de panoramique sur Expedia? Ouais, pareil. Ok, alors, en effet, c'est un peu le bordel. On va pas se mentir. Donc, tu te souviens de l'effet billboard. Donc, la règle, c'est qu'il faut que ce soit homogène partout. Donc, si hôtel panoramique au cœur des gorges du Verdon, ça fonctionne bien sur Google My Business pour le référencement, c'est intéressant que tu fasses une modification sur les OTA, que tu rajoutes au cœur du Verdon, donc hôtel panoramique au cœur du Verdon, tu le rajoutes sur Booking, sur Expedia, etc. Et pour ton site internet, tu n'as pas besoin de refaire ton site internet. Par contre, je te conseille d'acheter un nom de domaine qui soit Hôtel le Panoramique Verdon. Tu n'as pas besoin de mettre au cœur des gorges du Verdon, mais comme ça, au moins, les gens, ils te trouvent par exemple, sur booking.com, il écrit Hôtel le Panoramique au cœur des gorges du Verdon. Hop, et le site internet, ils voient Hôtel le Panoramique Verdon. Pas de souci, ils savent que c'est le bon site internet. Donc, cette fois, j'updaterai le nom de domaine. Tu ne perdras pas ton référencement parce que ce que tu feras, c'est que quand tu auras ton nouveau nom de domaine, tu vas simplement faire un pointage de DNS vers ce nouveau nom de domaine. Donc ça, c'est pas un souci, c'est un remplacement. C'est comme si tu changeais la plaque dans la rue, en fait. Donc ça, c'est simple, quoi. Ça change pas l'intérieur de la maison, ça change pas l'ancienneté de la maison, donc le référencement, etc. Mais ça change la plaque, c'est comme un changement d'adresse administratif, quoi. Je garderai Hôtel de Panoramique au cœur des gorges du Verdon sur Google My Business et je mettrai la même chose sur les OTA et sur les différentes distributions. Et puis, bon, en plus, c'est cohérent avec le projet que je vais mettre en place. Donc là, en gros, je pense que je vais passer sur un site web en WordPress. Donc, OK. je garderai Amenities en iframe pour garder le moteur Le de moteur de réservation. réserve? Ouais. Et par contre, je passerai sûrement sur du WordPress, bon, pour des raisons X et Y. Mais en gros, je préfère avoir une main totale sur mon site web et pouvoir rajouter
certaines choses que pour l'instant, j'ai pas accès avec mon site web Amenities actuellement. Ouais, ça pose pas de souci. Alors attends, je vois que Marine doit jongler avec la réception. Ouais, on connaît tous ça, Marine. On est tous passés par là, il n'y a pas de souci. Jongler. Et alors, je vois, en fait, le lien sur la fiche d'établissement n'est pas le bon, ça ne renvoie pas directement sur le site, c'est comme une boucle, ça renvoie sur la recherche Google. Alors, Marine, ça m'intéresse que vous me donnez, que vous me copiez-collez le lien en question pour qu'on puisse vérifier. Cool, Anthony. En tout cas, pour moi, c'est très clair ce que tu dois faire. Il faudra aussi que tu penses aux réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que tu te fasses une liste de partout où tu es présent en ligne. Parce que, donc, OK, Google My Business, la description que je à ton site Internet, mais tu as aussi les réseaux sociaux. Et si tu as été référencé par d'autres sites Internet ailleurs qui parlent de toi, peut-être des partenaires, peut-être des articles de presse, peut-être des agences de voyage, tu vois, genre, toutes ces choses-là, ben, il faut que tu envoies un email à tous ces gens-là. N'oublie pas de mettre à jour tes conditions générales de vente. N'oublie pas de protéger à l'INPI ton nouveau nom de marque. Il y a quoi d'autre auquel il faut pareil, la question, elle était axée. Enfin, j'attendais d'avoir ta réponse par rapport à ça parce que tant qu'à faire avec le nouveau branding et avec le choix qui va être fait, oui. est-ce que ça doit être plus court pour que je puisse le déposer? Donc, je me doute que ça doit être oui. Donc, il faut bien y réfléchir pour pouvoir le déposer. Alors, c'est pas oui par défaut, c'est pas forcément. Donc, quand tu déposes ta stratégie de marque, elle doit être réfléchie à la fois en profondeur, donc dans la verticalité et dans l'horizontalité. Je m'explique. La profondeur, c'est ton marché. Par exemple, là, tu es sur l'hébergement et ce que tu veux, c'est que hôtel de panoramique au cœur des gorges du Verdon. Donc, toi, tu as une certaine localité avec ton business et tu veux absolument que ça, ce soit la verticalité de ton truc. Mais aujourd'hui, tu fais de l'hébergement. Peut-être que demain, tu feras de l'événementiel et peut-être que tu as ta hôtel de panoramique au cœur des gorges du Verdon. Demain, tu auras peut-être mariage au cœur du Verdon, tu auras peut-être machin, etc. Donc, quand on fait une marque, soit c'est une marque qui est très simple et c'est le préfixe. Tu vois, genre, par exemple, hôtel de panoramique, ça pourrait être ton préfixe et après, tu peux avoir des sous-marques. Donc, tu peux avoir hôtel de panoramique événementiel, hôtel de panoramique restauration, etc. Bon, dans ton cas, ça ne fonctionne pas parce que hôtel de panoramique, ça ne peut pas être le préfixe pour d'autres activités. Mais donc, il faut que tu réfléchisses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans la verticalité de ta marque et de ton business? Et dans ta stratégie, qu'est-ce que tu veux faire à l'horizontale? Est-ce que plus tard, tu planifies d'avoir une partie événementielle, peut-être une partie restauration, peut-être pourquoi pas une partie carrément beaucoup plus destination, puisque tu as mis au cœur du Gorge du Verdon, donc peut-être que tu vas avoir, je sais pas, des guides, un tour opérateur ou j'en sais rien. Donc il faut que tu peaufines ta stratégie par rapport à ce que tu veux faire à long terme avec le business et en fonction de ça, ça va répondre à ta question. D'accord. Non, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on resterait sur quelque chose de simple. Hein. On est un hôtel, donc on se concentre sur l'hébergement et le petit déjeuner. Et on n'a pas de partie de restauration, donc du coup, ça simplifie les choses. Super. Donc, dans ce cas, toi, je te conseille de mettre l'ensemble, puisque hôtel de panoramique, il y en a plusieurs. Certainement, il y a déjà des marques qui ont été déposées sur hôtel de panoramique, donc il va falloir que tu te différencies sur cette classe. Je crois que c'est la classe 43 de mémoire. Et donc, tu n'as pas le choix, quoi. Il va falloir que tu sois le plus précis possible, et comme ça, en plus, personne ne pourra venir te shipper cette place, entre guillemets. Ok, ça va, mais ça répond à ma question. Ok, super, Anthony. Alors, après, est-ce que Marine, vous êtes de retour avec nous ou est-ce que vous êtes encore à la réception? Si vous êtes encore à la réception, on va répondre à Salomé. Je crois que Marine est encore à la réception. Alors, Salomé, les tendances 2024. Oui. Alors, Salomé, elle a plusieurs questions. Tendance 2024, retour d'expérience sur les hausses des tarifs, utilisation de la presse et des magazines pour la visibilité et la notoriété. Alors, je vais commencer par la fin. Utilisation de la presse et des magazines pour la visibilité et la notoriété. Oui, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Alors, elle dépend de plusieurs critères. D'abord, il faut savoir que les magazines, il y a deux côtés. Il y a le côté organique et il y a le côté payant. La plupart des temps, quand on voit des beaux articles dans des magazines sur un hôtel, une destination, etc., et on dirait que c'est un article de presse, en fait, c'est une publicité déguisée et ces magazines, ils appellent, ils font du démarchage et ils vous vendent une page, une demi-page, etc. Ça ressemble à un article, mais en réalité, c'est un article sponsorisé. Donc, il y a deux choses. Il y a, est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de puissance de feu avec la marque et avec le produit pour que les journalistes y viennent à nous?
C'est pas facile à faire. Donc, tu vois, par exemple, des hôtels qui sont comme le Ritz, comme le Crillon, ces choses-là, à chaque fois qu'ils font un truc qui bouge une oreille, les journalistes, ils veulent en parler parce que c'est des noms qui sont légendaires et donc ils savent qu'ils vont pouvoir faire du papier et que les gens vont lire. Il faut bien se souvenir que les journalistes, leur métier, c'est de vendre, c'est de vendre du contenu, donc il faut qu'ils aient du contenu intéressant. Donc, la première chose à faire, c'est de se pencher sur quel type de contenu est-ce qu'ils recherchent. Pour ça, il faut lire. Donc, en fonction des magazines que vous ciblez, il faut lire les différents articles qu'ils font, parce que ça, c'est ce qu'ils vendent. Donc, s'ils ont déjà fait ça, c'est que ça fonctionne bien. Et il faut voir si vous pouvez vous caler dans ce modèle. Il faut aussi comprendre que les journalistes sont par définition, comme tous les êtres humains, des gens très feignants. Donc, le plus on va leur mâcher le travail, à la limite, le plus on va leur écrire l'article, le plus on a de chances de les convaincre. Ça, c'est sur la partie organique, mais c'est aussi sur la partie paye. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de cibler quelque chose qui correspond à mes niches. C'est-à-dire qu'en fonction de qui vous essayez de cibler pour les faire venir à l'écran de la cité, et ben, il faut sélectionner les magazines. Donc, l'écran de la cité, je crois qu'il y a beaucoup de couples qui sont ciblés pour les produits. Surtout les familles, parce que c'est des gîtes de groupe. Ah oui, c'est les gîtes de groupe avec la vue sur Carcassonne. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, famille. Donc, typiquement, si tu veux, sur les magazines ou les publications, ben, il va falloir cibler des publications qui sont lues par les familles. Donc, lues par les familles, ça veut dire lues par madame, parce qu'on sait très bien que c'est madame qui prendra la décision à la fin sur les vacances, dans la plupart du temps en France, en tout cas, c'est ça. Donc, quels sont les magazines que madame lit? Et donc là, ça n'a plus besoin d'être forcément des magazines voyage. Parce que madame, peut-être qu'elle lit Gala, peut-être qu'elle lit Voici, peut-être qu'elle lit d'autres choses, tu vois. Et où tu auras peut-être plus de facilité à être calé gratuitement dans un magazine sur un truc qui n'est pas de voyage, parce que ça va leur faire un truc original auquel ils vont me parler, parce qu'ils cherchent du contenu, plutôt que des destinations, des magazines de destination où toutes les destinations se battent pour être dans les magazines de destination. Oui. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, c'est bien pour la notoriété. Par contre, attention, ça peut coûter cher pour la partie payante. Et pour la partie non payante, c'est du réseau. Il faut cultiver son réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se connecter avec les journalistes. LinkedIn, c'est assez bien pour ça. Il faut leur pré-mâcher le travail. Et il faut surtout ne pas hésiter, malheureusement, à un peu les soudoyer, c'est-à-dire les inviter gratuitement à venir, à visiter avec une coupe de champagne, à faire des photos, des machins, etc. Ils aiment bien être caressés dans le sens du poil. Et si on le fait bien, ça fonctionne bien. Et c'est à peu près exactement le même principe pour les influenceurs, de toute façon. L'idéal, c'est de faire en sorte que ce soit eux qui viennent à toi. Parce que quand c'est eux qui viennent à toi, c'est qu'ils sont intéressés et qu'ils veulent parler de toi. Et donc, a priori, tu peux négocier pour ne pas avoir à payer. Si c'est toi qui vas les chercher, ils ont une grille de tarifs pour l'utilisation de leurs services pour gagner en visibilité. Et puis voilà, quoi. Ok, oui, parce que nous, on a participé à une tournée médiatique à Madrid avec Atout France la semaine dernière. Et du coup, on a eu plusieurs propositions, justement, dont un magazine qui est à peu près l'équivalent de Vogue ou Vanity Fair en Espagne. Ok. Et du coup, c'est des propositions organiques. Et on avait déjà fait avec Paris Match, et ça, c'était payant. Ouais, ne m'étonne pas. Alors, le organique, il faut sauter sur l'occasion et il faut leur pré-mâcher le travail le plus possible. Donc, faites votre sélection de visuels, rédigez, regardez les articles qu'ils écrivent. Oui. Et inspirez-vous de ça pour écrire un super article et vous dites, regardez, on a fait le travail à votre place. Après, eux, ils vont modifier les trucs qu'ils veulent et tout, mais ils ont déjà une grosse base. Parce que tu peux dire que cette proposition, ils l'ont fait à plein de monde pendant ce tour avec Atout France. Donc, il faut que vous soyez, les premiers. 2, il faut que ce soit hyper quali. Et 3, il faut leur mâcher le travail. OK. Mais ça, c'est une super... et surtout, vous notez bien le nom du journaliste, vous gardez ça sous le coude et régulièrement, vous envoyez des nouvelles. Tiens, on a tel témoignage, tiens, regardez, hop, il y a un super truc, on a vu, il y avait le feu d'artifice ou la patrouille de France pour le 14 juillet, le machin, etc. En fait, les journalistes, c'est un réseau qu'il faut entretenir parce que c'est comme toute transaction, on établit des liens humains. Donc, plus on va établir des liens humains de confiance, voire d'amitié avec notre réseau, plus ils vont nous apprécier, et plus ils vont nous apprécier, plus ils vont être potentiellement sympas avec nous et nous donner une fleur et nous faire un article et le machin, etc. Et puis évidemment, c'est donnant-donnant. Parce qu'ils nous donnent, il faut aussi les récompenser. Donc, quand on peut, en hors-saison, tiens, on sait que ce week-end-là, on n'a jamais de demande. Et ben, on lui dit, écoute, on serait ravis que tu puisses profiter de ce week-end pour te faire ta propre expérience de l'écran de la cité avec tes copains pour telle occasion. Et puis voilà. Et on fait un geste.
OK? Bah, justement, eux, ils viennent en juin, du coup, Ah, bah, parfait. pendant 2-3 jours. Génial. Et Après, moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu n'en profiterais pas pour récupérer un backlink par rapport à ton site web? Tant qu'on y est, quoi. tu peux, absolument, tu peux tout à fait, s'ils ont une version, s'ils n'ont pas qu'une version papier, je suppose qu'ils ont une version digitale et qu'ils sont preneurs, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un lien dans l'article pour que ça fasse du référencement en plus. Tu as tout à fait raison, Tony. Mm. Tu avais une autre question, Salomé, qui était retour sur la hausse des tarifs. C'est marrant parce qu'on en a parlé, donc pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'étais out, mais la semaine d'avant. Donc, voilà comment ça a évolué. Il y a eu le Covid. Après le Covid, tout le monde a augmenté les prix. Après, il y a eu l'inflation, tout le monde a continué d'augmenter les prix. Et là, maintenant, ça repart un peu à la baisse. Il y a une question de prix psychologique. Alors, ça dépend des destinations. Une destination qui a payé très cher la hausse de prix trop abusée, on va dire, c'est la destination Corse l'année dernière. Ils n'ont pas fait une bonne saison, les Corses, la destination de Corse globalement, parce qu'ils avaient vraiment trop poussé sur les prix, quoi. Donc, il faut faire attention. Il y a, sur la courbe de la demande, il y a un flottement qui n'est pas évident qu'il faut trouver entre le prix psychologique et le prix demandé. Donc, qu'est-ce que c'est? De toute façon, c'est simple. Nous, notre métier, c'est de la gestion pure et dure de l'offre et de la demande. L'offre, c'est nous. La demande, c'est nos prospects et nos clients potentiels. Donc, Oui. nous, on a des coûts à couvrir, mais à la rigueur, ça, c'est pas le plus important. On a surtout une valeur à maintenir, une image de marque et une perception de valeur qu'on ne veut pas dégrader. Donc, nous, il faut que notre prix, au-delà de couvrir les coûts, il couvre cette réputation et cette image de marque et cette perception de valeur. Donc, il ne faut pas descendre dans les prix qui sont en dessous de ça. Par contre, après, on peut monter en fonction de la saisonnalité, en fonction des événements, mais il ne faut pas qu'on monte au-delà de ce que le prix psychologique de nos clients est. Si le client, je vais te donner un exemple, gîte de groupe, imaginons qu'avec piscine, vue sur Carcassonne, etc., en plein mois d'août, vous soyez à 5 ou 6 000 euros la semaine et que le prix psychologique s'en rapproche, ok, très bien. Si un jour vous dites, tiens, bah, cette saison, on va essayer de passer à 8 000 et que c'est vraiment au-delà du prix psychologique, il y a deux risques. Le premier risque, c'est plus de réservation parce qu'on est vraiment au-delà et il n'y a pas de clientèle relais. Le deuxième risque, c'est qu'il y a une clientèle relais qui est habituée à ces prix-là. Ils vont venir, mais pour ces prix-là, ils sont habitués à un niveau de service que vous ne vous offrez pas encore et du coup, ils vont être déçus, ce qui va endommager votre réputation et ce qui, à terme, du coup, va endommager tout le business. D'accord? Ok. Il faut faire super attention avec ça. Alors, comment est-ce que ça se teste? Bon. Là, je t'encourage vraiment, Salomé, une fois que tu auras créé ton compte sur The Hotel Club, tape dans la barre de recherche Revenu Management ou regarde dans le menu déroulant. Il y a des formations sur le revenu management et il y en a une qui t'enseigne justement comment, créer les courbes de la demande et deux, comment facilement faire ces petites itérations de modification de prix graduelles pour pouvoir te rapprocher du prix psychologique et à quel moment tu sais que tu l'as atteint. Parce que c'est ça l'objectif en fait. On veut par saison le trouver pour s'y mettre parce que là, ça veut dire qu'on est au nec plus ultra de ce qu'on peut faire. Oui. Alors nous, du coup, là, depuis l'an dernier, on a augmenté les prix de 30%. Et on voit que les réservations, elles suivent parce qu'on fait le double de réservations, dont de belles locs. Mais ça fait 15 jours ou 3 semaines là qu'il y a un temps d'arrêt. Et on aimerait savoir si c'est la tendance générale ou si c'est nous. Alors, pour les gîtes, oui, moi, j'exploite un gîte aussi après les circuits des 24 heures du Mans, là, et oui, même tendance. Je ne sais pas pourquoi. Début d'année, en effet, on a eu pas mal de réserves pour cet été. Là, il y a un trou d'air, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut faire confiance à son pricing. Si le pricing est bon, il n'y a pas de raison de le changer. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Tu peux faire des tests, c'est-à-dire que tu peux. Vous en avez 3 des gîtes, c'est ça? 2. 2. Fais un test pendant une semaine sur un des gîtes en baissant d'un palier le prix pour voir si ça change quelque chose sur la demande. Mais pas sur les deux en même temps. Change juste sur un pour voir si c'est parce qu'il y a une price sensitivity qui s'est installée. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, ça veut dire que tu descends d'un panier sur les deux et les réservations vont repartir. Ce que je suis en train de faire moi sur le gîte, sauf que moi je peux pas faire de A/B test parce que j'ai qu'une seule unité. Mais fais ça et tu vas voir. Et si ça repart pas, c'est que c'est pas une price sensitivity ponctuelle, c'est juste comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et puis voilà. Ça marche. Et alors, on avait une dernière question. Sur notre page Google My Business, là, sur Google Maps, on nous a fait mettre que c'était un hôtel amenities. Du coup, est-ce que c'est une erreur ou pas? Parce que, alors, on s'était inscrit en tant qu'hôtel, mais on avait référencé gîte.
Alors, attends, tu m'as dit plusieurs choses. Un hôtel amenities, ça n'a pas de sens. Si vous voulez être référencé comme hôtel, parce qu'il y a des avantages à être référencé comme hôtel, tu accèdes à des services auxquels les gîtes ne peuvent pas accéder. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont conseillé ça. Par exemple, Google Hotel Search. Les gîtes n'apparaissent pas dans Google Hotel Search. Il faut être référencé comme hôtel. Ok. Mais je suis pas sûr. Tu pourrais me faire une capture d'écran et m'envoyer ça? Oui. Ce que tu fais, c'est que tu fais une capture d'écran de différents trucs et fais un post dans la communauté sur The Hotel Club. Et comme ça, Mhm. je le verrai, je regarderai pour te répondre. D'accord. Ça marche? Super. Google Business, elle peut cocher les deux, hein, d'ailleurs, si jamais elle a envie ou si elle a un doute. D'accord, Ok. je savais pas. Ils sont pas mutuellement exclusifs, Anthony? Non, ben, en fait, le truc, c'est que pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques mois. Tu peux renseigner au maximum et tu peux quand même avoir des sous-catégories. Donc, tu auras une catégorie principale. Par exemple, nous, c'est hôtel de tourisme 2 étoiles. Mais si Ouais, tu as envie de cocher gîte ou hôtel de charme ou ce genre de choses, tu tu peux. peux tout cocher, en fait. Tout ce qui correspond à ta destination, c'est possible de tout cocher. Après, à vérifier si en termes de trafic, c'est pertinent ou pas. Ok. Ouais, parce qu'il faut pas que ça apporte de la confusion non plus. Souvenons-nous qu'il y a une intention de la part des voyageurs et ils ont une recherche. Donc, il faut qu'on puisse, l'information que nous, on sélectionne et qu'on leur donne, il faut qu'elle puisse correspondre à la réalité pour que s'ils Oui. recherchent un gîte, ils trouvent un gîte. Si tu te retrouves avec des gens qui viennent vers toi, mais qu'en fait, ils recherchent une chambre, bah, tu vas avoir du trafic, mais il n'est pas qualifié, donc il ne va pas réserver, quoi. Donc, faut faire attention. D'accord. Après, moi, ce que j'ai compris, c'était en particulier par rapport au lien Google Hotel. Est-ce que vous êtes réservable en direct par Bah, c'est rapport à ça. ça? C'est ça. Je pense que la raison pour laquelle ils l'ont conseillé, et c'est plutôt une bonne idée, c'est que comme les gîtes n'ont pas accès à Google Hotel, le fait de se référencer en hôtel permet d'avoir accès à Google Hotel et du coup d'obtenir plus de trafic comme ça. Mais Mhm. après, faut voir, après, faut juger. Est-ce que si ça gère les réservations parce que les gens, tiens, ils découvrent, ils n'y avaient pas pensé, mais ça leur plaît, pourquoi pas, hein. Ok. Hmm. Est-ce que vous êtes de retour, Marine? Attends un petit message de Marine pour voir si elle est de retour. Et sinon, on va enchaîner avec les questions de Luana. Il y en a pas mal qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais regarder si dans la communauté, il y a. C'est toi, Anthony, tu n'avais pas reçu le lien. C'est bizarre. Normalement, il y a un email de confirmation avec le lien. Écoute, j'ai regardé dans les spams et dans tout le reste, j'ai rien vu, donc j'ai rien eu en confirmation. Ça explique peut-être Ouais, le fait c'est qu'il n'y ait bizarre. pas grand monde. Ok, bizarre. Bon, Marine a l'air d'être toujours à sa réception. Alors, Luana, à vous. J'aimerais en savoir plus sur les niches de clientèle cible. Si j'ai pu définir ma niche, comment je fais pour les atteindre et comment je fais mon branding et le contraste de prix. Alors là, il y a plein de questions. Alors, les niches, il y a une formation sur DSL Club. Euh, alors, je crois que la formation, c'est comment utiliser les OTA et il y a le module 4 qui s'appelle stratégie commerciale. Est-ce que vous l'avez suivi celui-là? Le module 4, non, mais les OTA, oui, j'ai déjà suivi. Ok, alors regardez cette formation avec le module 4 parce que ça répond à cette question. Et il y a même un exercice que vous pouvez télécharger qui vous explique pas à pas comment construire en fait vos niches. Donc, vous savez, c'est comme un entonnoir, quoi. On part d'un public qui est assez large, on va dire les êtres humains, hein, on commence par ça. Et puis petit à petit, ah bah non, elle est partie. On va pas aider. Elle a dit cliquer sur le mauvais bouton. Et ben, on va attendre qu'elle revienne. Est-ce que Marine est toujours là? Non, Marine n'est pas revenue. Ok, bon, on va voir si Johanna revient. Est-ce que, en attendant Anthony et Salomé, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez qu'on adresse? Oh, moi, si tu veux qu'on fasse du meublage, il n'y a pas de souci, hein, il y a des tonnes de sujets. Après, peut-être que Salomé, elle a un peu des questions aussi. Je regarde dans les questions que j'ai sur mon téléphone, mais je crois qu'on a tout abordé pour T'as fait l'instant. t'as fait le tour de ce que tu avais préparé avec Eric? Vas-y, Anthony. Ouais. Bah, écoute, moi, je vais rebondir sur Salomé. Donc, tout à l'heure, on parlait d'une augmentation de 30%. Est-ce que c'est lié par rapport au fait que tu t'es rendu compte que tu pouvais clairement faire une augmentation par rapport aux anciens tarifs suite à une reprise ou suite à une acquisition, ou est-ce que c'est une grosse augmentation dans la continuité de ton activité? Est-ce que ça fait longtemps que tu as ton établissement ou pas?
Du coup, en fait, nous, pour l'instant, on a 2 gîtes de groupe qui sont vraiment tout seuls face à la cité de Carcassonne. Donc, il y en a un qui est pour 15 personnes avec 6 suites et l'autre qui est vraiment sur la colline qui est au-dessus de la cité. Donc, il est vraiment tout seul. Et celui-ci, il est pour 12. Et en fait, c'est vrai qu'on a de très beaux visuels, mais étant donné qu'on avait des prix vraiment attractifs vis-à-vis du nombre de personnes, l'été, par exemple, on était. Non, je vais dire un exemple. En hors saison, par exemple, le week-end, on était à 1400, sachant que c'était pour même 1300, donc pour 15, donc ça faisait en gros 150 € par personne le week-end. Non, c'est vraiment pas cher. Oui, voilà, donc c'était vraiment pas cher. Et sachant qu'on a quand même des prestations haut de gamme, donc piscine chauffée, jacuzzi, voilà, c'est vraiment un des Ouais, établissements donc privatifs. c'est pour ça que vous avez pu faire une belle évolution. C'est parce qu'en fait, vous étiez très en dessous du prix psychologique et des prix du marché, quoi. Surtout par C'est rapport ça. au projet. Ouais. Et en fait, les gens nous disaient que c'était très beau, mais qu'ils avaient peur que ce soit une arnaque. Et Et du voilà. coup, on s'est dit, ben non. Tu vois, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la perception de la valeur, là, vous étiez en train d'endommager votre marque parce que c'est exactement la même chose que si un mec il vient me voir et il me dit j'ai une Mercedes à vendre et que je sais que la valeur de la Mercedes c'est 60 000 balles et que le gars m'en propose 25 000. Il y a une couille, quoi. Il l'a volé quelque part ou alors le moteur il va serrer dans 100 km. Il y a un truc qui ne va pas, j'ai pas confiance. Donc, il faut faire attention parce que le prix psychologique, il travaille à la hausse et à la baisse. Si on est trop en dessous du prix psychologique par rapport à la nature du produit proposé, on va perdre la confiance des gens. Et c'est tout à fait, et c'est naturel, hein. Quand une affaire est bonne, ça intéresse les gens. Quand elle est trop bonne, les gens s'en méfient. Où est le problème? Pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Oui, c'est ça. Mais en fait, surtout avec la conjoncture en France, après le Covid, enfin, le premier, il a ouvert en 2019. Donc, il y a eu le Covid juste après. Donc, forcément, bon, voilà, on n'a pas. Et ensuite, il y a eu les émeutes, il y a eu l'inflation, il y a eu tout ça. Enfin, du coup, à chaque fois, on n'osait pas vraiment augmenter les prix, mais parce qu'en fait, on n'avait pas de réservation. Donc, on se disait que peut-être que c'était pas à la portée de tous. Et au final, ben, à force que les locataires nous disent qu'ils pensaient que c'était une arnaque et que ben, c'était beaucoup mieux, même en vrai, que sur ce qu'on proposait, ben, ouais, du coup, on a sauté le pas. Bah, vous avez bien fait. C'est un biais psychologique, en fait, très souvent, c'est qu'on pense que le prix crée la demande, mais c'est pas le cas. La demande, c'est pas une constante parce qu'elle évolue tout le temps, mais la demande, elle est souvent indépendante du prix tant qu'on est dans ce que j'appelle le serpent monétaire du prix psychologique. Oui, Et donc là, il est très probable qu'à cette époque-là, vous soyez passé à côté de pas mal de réservations parce qu'il n'y a pas eu la confiance nécessaire dans le prix pour générer l'acte de réservation. c'est ça. C'est bête, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Oui. Oui, je me On souviens, avait été. Ah, pardon. Cédric, c'était un des premiers élèves de Ododo. Enfin, pas dans les Oui. premiers, mais pas loin, quoi. Mm. Et du coup, on a eu un accompagnement sur ça de quelqu'un qui était consultant en tourisme, et c'est lui qui nous a aidé à prendre confiance pour augmenter les prix, quoi. Top. Top. Marine, êtes-vous de retour? J'ai pas l'impression qu'elle soit de retour. Et je pense que Luana, malheureusement, elle n'est pas de retour non plus. Ce que je vous propose, Anthony et Salomé, puisqu'on a l'air d'avoir répondu aux différents sujets, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Salomé, je te laisse faire ton post sur la communauté, ça va intéresser d'autres gens, donc poste bien ça avec le lien et tout, et puis comme ça, on va pouvoir y répondre. Ça marche. Ça marche, et puis on se verra jeudi prochain, et puis je vais regarder. Toi, Salomé, oui, de toute façon, si Luana et Marine elles se sont connectées, c'est qu'elles ont bien reçu le lien aussi. Toi, tu redemanderas à Cédric s'il avait bien reçu le lien, l'email de confirmation avec le lien pour se connecter, hein. Mais bon, de toute façon, tu es connecté, donc a priori, c'est qu'il l'avait Oui, bien oui, reçu. ben, c'était le 7 février qu'il a été envoyé. Oui, il y a un rappel. Bah, non, pas le 7 février, le 7 mars, matin. Ah ben, moi, je n'ai pas trouvé le rappel, en tout cas, hein. Ah, t'as pas Non. trouvé le rappel? Bah, il s'est inscrit sur, aujourd'hui, donc on est le 7 mars, donc il a forcément dû recevoir l'email. Ok, oui. Il y a 9 heures, j'ai reçu bonjour Cédric, vous avez été mentionné, blablabla. Ah non, ça c'était sur la communauté. T'as pas reçu un email d'IoT Club aujourd'hui avec le lien pour t'inscrire, pour te connecter? Non. Ok, bon, bah, Anthony, t'es pas le seul. Bon, bah, il y a un petit bug et c'est peut-être pour ça que les autres se sont pas connectés aujourd'hui. Bon, eh ben, c'est comme ça. La technologie, parfois, nous fait défaut. Eh ben, je vais regarder avec le développeur pourquoi cet email n'est pas parti,
réparer ça avant le call de la semaine prochaine. Cool. Merci à vous deux, du coup. Dernière chose, histoire d'un peu en discuter. Je sais pas si tu as vu, je regarde pour modifier mon offre de petit déjeuner. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que Qu'est-ce c'est un que vaste sujet, hein, quand même. Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, le petit déjeuner, c'est crucial. C'est un point tellement important. Tu peux avoir un séjour sans faute, où tu fais tout bien, et tu te ramasses sur le petit-déj, et les gens, c'est le seul truc dont ils se souviennent, c'est le petit-déj qu'ils n'ont pas aimé, et ils partent, et comme c'est souvent un des derniers trucs qu'ils font avant leur départ, ça peut rester le truc qui te ruine l'ensemble du truc. Donc, s'il y avait un endroit dans lequel il faut faire les choses bien, c'est le petit-déj. Il faut faire les choses bien partout. Alors, ça dépend énormément de la nature de l'établissement, bien évidemment, et du niveau de confort, du niveau de budget, etc. Mais moi, ma théorie, et je l'ai testé plusieurs fois et ça a toujours fonctionné, c'est que je préfère faire moins et mieux que plus et moins bien. Et pour moi, ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum, que ce soit à la carte ou que ce soit en buffet, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choix. Mais je préfère qu'il y ait moins de choix, mais avec des super produits locaux, de qualité, et genre vraiment tip-top, plutôt que les mecs qui te font la table d'Alibaba, mais en fait, c'est du truc industriel et c'est pas bon. Parce que ça, les gens, ils s'en souviendront. La présentation compte. Pour le petit déjeuner, c'est une certitude, mais elle compte moins que la nature des produits. Si possible, et autant que faire se peut, je mets en avant les producteurs locaux, c'est-à-dire que pas seulement avec leurs produits, mais aussi dans ma communication. Et ça fait partie des clés du succès, quoi. Effectivement, nous, pour l'instant, il y a encore pas mal de boulot à faire. Après, dans le principe, en fait, on va quand même acheter un buffet petit déjeuner pour avoir des meubles qui vont avec. Et Ouais. après, faut aussi un peu changer tout ce qui est produits qu'on propose et tout. Donc là, en fait, on avait commencé doucement, mais c'est vrai qu'il faut encore se rapprocher de la qualité et de toujours proposer des produits les plus intéressants possibles, tout Ouais. en réfléchissant au coût maximum qu'on peut engager au prix du petit déjeuner. Nous, la réflexion, elle est un peu plus compliquée parce qu'en fait, on est en petit déjeuner inclus. Donc, nous, ça s'additionne directement au prix de vente. Donc, pareil, on doit prendre en compte, est-ce qu'on n'est pas trop cher? Est-ce qu'on est dans les Donc, tu as un coût de prix? serre. Alors, là, tu as un avantage, c'est que tu as un cadre. Donc, tu ne peux pas en sortir. Donc, toi, il faut que tu saches, il faut que tu définisses quel est le pourcentage de ton coût de revient dans lequel le petit déjeuner doit être inclus. C'est-à-dire que si toi, sur le prix d'une chambre, tu estimes que ton coût petit déjeuner, il doit être plafonné à X% du prix de la chambre, ou en pourcentage ou en valeur, par exemple, tu dis que moi, mon coût matière petit déjeuner par personne, il ne doit pas dépasser les X euros, tu as ton cadre. Donc déjà, ça, c'est chouette, entre guillemets, parce qu'une fois que tu as défini ce cadre, ça te permet de faire tous tes calculs et de faire tes ratios pour vérifier et pour t'assurer que tu vas rentrer dans ce cadre. Parce que parfois, quand tu n'as pas ce cadre, c'est compliqué. Par exemple, c'est plus simple, bizarrement, hein, c'est plus simple de mieux rentabiliser un buffet qu'à la carte quand tu es un petit établissement. Ce n'est pas vrai pour les gros établissements. Pourquoi? Parce que quand tu es à la carte et que tu veux avoir une carte qui est assez sympa, tu vas devoir avoir pas mal de stocks sur pas mal de trucs différents. Et au début, en tout cas, quand tu lances, tu ne sais pas encore quels vont être tes best-sellers. Et donc, tu vas faire des erreurs dans ton achalandage et dans ton stock. Et surtout, la carte, il faut faire des rotations assez souvent et des nouveautés assez souvent. Le buffet, bizarrement, tu peux avoir le cœur de ton buffet qui est le même quasiment toute l'année parce que ce n'est pas les produits de saison comme les fruits, etc. Ça va être, tu vois, les jus de fruits, les yaourts, ce genre de choses. Et où du coup, tu connais super bien, avec un petit peu d'expérience, ton coût de matière parce que tu sais en moyenne combien les gens consomment. Donc, tu vas affiner avec les semaines, tu vas affiner à fond les volumes dont tu as besoin. Et en plus, comme c'est des choses que tu peux reservir, c'est un truc qui est évident, mais par exemple, les céréales, les céréales, tu les jettes pas quand il est sur le buffet chaque jour. Alors que le gars, il a commandé, il a payé ses services, ça part à la poubelle après. Alors que sur le buffet, il y a beaucoup de choses que après, tu vas réarranger, que tu vas remettre ensemble. Et en plus, il y a une partie recyclage. Les fruits, quand ils commencent à être un peu abîmés, si c'est des bons fruits de saison, ça va partir en cuisine pour les salades de fruits. Tu découpes, tu enlèves les morceaux qui sont abîmés et tu fais une belle salade de fruits. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était plus simple avec un buffet qu'à la carte. Et j'ai eu l'expérience des deux. Et j'ai même fait j'ai géré les deux simultanés sur un hôtel de 200 chambres. Par contre, c'était un beau bordel.
Ouais, je suis d'accord avec toi que quand on fait un peu les deux, ben, c'est quelque part la pire option. On a eu aussi ce Ouais. moment de flottement quand on est passé du à la carte au buffet. Après, ben, le principal avantage du buffet, c'est que c'est plus facilement gérable par le personnel et il y a moins de charges de travail. Après, là, nous, ce qui change, donc, première chose, on a tablé sur des quantités entre 500 et 800 grammes parce qu'on a des randonneurs. Donc, nous, c'est très axé rando, en fait, là où on est, très axé sport. Donc, on va plutôt partir sur de la marge haute que la marge basse. Ouais. Après, nous, il y a un peu ce truc, en fait, on a beaucoup de clientèle internationale, donc on est à plus de 50% de clientèle internationale. Donc pareil, on a de la forte demande par rapport aux Allemands sur tout ce qui est charcuterie au petit déjeuner, c'est-à-dire mini saucisses, les œufs brouillés, le bacon, les classiques, quoi. Normal. En fait, Ouais. c'est ça qu'on essaie de mettre en place parce que dans l'absolu, les gens, ils en sont déjà contents du petit déjeuner. Donc nous, comme il est noyé dans le prix, ben pareil, on dit qu'on a un petit déjeuner à 9,50 €, mais le petit déjeuner, il est à 9,50 € depuis 2018. Donc c'est Ouais. pareil, en fait, les augmentations du petit déjeuner, elles se sont noyées dans le prix au fur et à mesure des années. Là, on fait un peu le point par rapport à ça. Je pense que maintenant, un petit déjeuner basique en hôtellerie, on est à 11-12 € minimum, et que maintenant, la norme, on va En prix de revient? en prix de Non, vente, en prix de vente TTC. ça, en prix de revient. Mais est-ce que ton petit déj actuel, est-ce que tu es capable ou est-ce que tu as ton prix de revient par personne? Ben, pas vraiment, en fait, parce qu'il faudrait tout simplement que je prenne mes factures 2023, que je calcule tout. Ouais. Après, bon, c'est bien d'avoir un retour par rapport à ça. Là, je suis plus à me dire, bon, allez, on y va dans le concret. De toute manière, est-ce que tu vas devoir le changer pour les 20 prochaines années? La réponse est oui. Donc, on y va et après, ben, on verra Je suis ce pas, que ça je donne. suis pas là. Je suis pas d'accord avec ça, Anthony. Moi, d'expérience, sauf si tu passes vraiment de à la carte à buffet, où en effet, tu es obligé de faire un changement, mais en tout cas, d'expérience, il vaut mieux faire plusieurs petits changements réguliers. Par exemple, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, il y a un changement qui arrive. Ça te permet de tester et de pas complètement tout chambouler, plutôt que de faire un gros changement du jour au lendemain qui nécessite réadaptation du personnel, du matériel, un investissement plus cher en coût humain, en temps, etc. De mon expérience en tout cas. Alors après, c'est différent. Si tu fais une transition de l'un à l'autre, mais là, tu as l'air d'être déjà en buffet de ce que tu me dis. En fait, on est déjà en buffet, hein. Donc, on a eu une période avant où on faisait à la carte. Donc, on est déjà en buffet, mais en buffet froid. Donc, en fait, tout ce qui est œufs brouillés, saucisses et charcuterie, on Ouais, l'avait pas encore mis en place. Donc d'accord. là, ce que je vois, c'est que ben, comme j'ai ma clientèle internationale qui me le demande, donc c'est les seuls points de mécontentement que j'ai principalement qui reviennent dans mon établissement. Après, à savoir que le petit déjeuner est déjà très bien noté hein, sur Booking et tout, donc ça me va. Du moment qu'on est au-dessus de 8 sur Booking, c'est que c'est bon, quoi, me semble-t-il. Il faut Après, viser ben, 9, hein, faut viser 9 hein, sur le booking. ah ouais, Faut viser 9. Ouais. Je me souviens plus du pourcentage, mais je crois que c'est 70% des voyageurs filtrent les établissements qui ont une note 9 et plus. d'accord. Parce qu'en fait, moi, plus ou moins dans ma tête, hein, après je peux me tromper, le but, c'était d'avoir un établissement qui est à peu près à 8 sur Booking et un peu au-dessus. Et qu'en fait, ben, dès que je monte trop dans les avis, ben, quelque part, j'ajuste mes tarifs en fonction ben, de ces notes-là, quoi. Que j'étais plus en Non, mode à viser 8, 8, 8,1, non, 2 et non, éventuellement à augmenter les tarifs si jamais ça augmente trop, quoi. la e-réputation ne devrait pas essayer à ton prix. Attention, tu as des établissements qui vendent des chambres à 10 000 balles la nuit et ils ont une satisfaction qui est très bien. C'est pas parce que ton prix est plus cher. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait il y a un équilibre entre la valeur perçue et le prix. Ça, oui. Il ne faut pas que tu t'éloignes, il ne faut pas que tes prix s'éloignent de la valeur qui est perçue par tes clients. Mais vraiment, hein, il faut viser le 9 et au-dessus. Si tu es en dessous de 9, il faut regarder à solutionner tous les trucs qui te font en dessous de 9 et il faut rester à 9. Hein. C'est vraiment, tu vois, ta visibilité dans Booking.com et du coup, ton effet de levier sur l'effet billboard va nettement augmenter parce que Booking.com, dans leur algorithme, et ça, je le sais par quelqu'un qui travaille chez Booking, le 9, c'est un vrai critère de filtre. Donc, eux, ils le prennent en considération dans l'algorithme. Après, c'est normal, de toute manière, quand on a 8 et plus, on est dans quelque part cette de filtre, tout simplement. Parce que ben, il y a en dessous de 8 et il y a plus de 8. Voilà. Donc, je suppose, ouais, il y a aussi au-dessus de 8, etc.
Et moi, je considère qu'en fait, du moment qu'on est au-dessus de 8, ben, on commence à travailler un peu plus pour le client et on palpe pas assez d'argent pour l'entreprise, quoi. Après, c'est mon avis Oui, perso. c'est un juste équilibre à trouver. C'est pour ça que ce serait intéressant, pour revenir sur tes idées, ce serait très intéressant que tu calcules ton coût revient client de 2023. Ça va te donner une indication de savoir si tu as explosé ou pas. Surtout que comme tu vas rajouter du show, il y a peut-être un moment donné où pour que tu restes dans tes coûts, donc tu vas augmenter de 9,50 à 12 en prix client, mais il n'est pas impossible que pour que tu restes à l'intérieur de ton coût matière, tu dois sacrifier certaines choses du froid pour pouvoir te permettre de faire certaines choses du chaud. En fait, par rapport à ça, pareil, ça dépend les produits qu'on choisit, ça dépend les produits qui sont chers à l'achat. Donc ça, c'est encore la même chose. Ben, ce qui va être économique, entre parenthèses, c'est quand quelqu'un va manger un bon bol de muesli chocolat, même si on le banque un peu plus, ben, ça va être plus intéressant qu'il mange du muesli chocolat que de la pastèque ou, par exemple, des pancakes. Donc c'est vrai que ce parcours-là, il va falloir y penser, mettre en avant ben, quelque part les produits ben, qualitatifs mais économiques en avant lors de l'entrée au buffet, quoi. Ouais. Et effectivement, les produits les plus chers en fin de buffet, quoi. Absolument, et après tu peux faire une rotation, c'est-à-dire que il faut pas. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux faire moins et mieux et de façon plus simple. Sur un buffet, tu as combien de chambres déjà, Anthony, rappelle-moi? On a 22 chambres, donc 2 chambres PMR et principalement une clientèle couple et rando, quoi. Moi, par exemple, tu vois, typiquement, tu parles de pancake et tout. Donc, ça, pour moi, c'est une classe de produits et je ferai tourner cette classe. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, hop, il y a des pancakes, un jour, c'est des crêpes, un jour, c'est des gaufres, un jour, c'est du pain perdu, mais je ne proposerai pas 3 ou 4 trucs similaires, tu vois. De manière à ce qu'il y ait une rotation, que tu puisses tester plusieurs trucs et comme ça, tu vas apprendre quel est le truc qui fonctionne le mieux avec ta clientèle et puis après, comme ça, tu pourras le garder dans tes classiques, entre guillemets. Et surtout pour faire moins et mieux. De toute façon, c'est toujours la même chose avec les buffets. Plus tu vas avoir de choix, plus les gens vont se servir plein de trucs dans les assiettes, plus tu vas avoir de reste sur les tables. Plus tu vas avoir un choix qui est restreint mais avec des bons produits, moins tu auras de reste dans les assiettes. Et ça, c'est vu et revu. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Donc ça, ouais, c'est très intéressant parce que nous, principalement, jusqu'à maintenant, on travaille avec des fournisseurs ben, restauration, quoi, Alpagel, Mosconi, des choses très classiques. Après, c'est vrai que nous, le problème, c'est que comme on a 22 chambres, ben, très vite, les producteurs locaux, si on veut ben, des produits locaux, ils vont être en rupture de stock assez rapidement. Donc on a aussi cette contrainte-là que ben, on n'arrive pas à être approvisionné pour 50 personnes jour pour du miel local, par exemple. C'est pour ça que c'est pour ça que moi, les buffets, je les travaille en classe de produits. Enfin, à l'époque, quand je faisais ça, je les travaillais en classe de produits. Et donc, après, à l'intérieur de la classe, il peut y avoir des rotations. Tu parles du miel, donc miel, confiture, etc. Bon, bah, c'est une classe de produits. Bah, parfois, tu as ce qu'il faut localement, parfois, tu n'as pas. Donc, tu fais des rotations dans cette classe-là. Mais c'est une classe, si tu veux, quoi. Et après, tu fais la même chose sur le froid et sur le chaud. Tu divises tes classes et il faut que tu aies un prix de revient global. Et après, tu le subdivises par classe. Et il y a des classes qui vont peser plus et il y a des classes qui vont peser moins dans ton coût de revient. Et que tu décides que certaines classes, typiquement, bon, toi, c'est bien parce que tu as une clientèle de randonneurs, donc ils ont besoin de trucs qui sont probablement plus protéinés et peut-être avec plus de calories qu'un hôtel lambda. Donc, ça veut dire que toi, dans la manière dont tu vas créer ton petit déjeuner, c'est évident que ça va être plus intéressant, que ça prenne une plus grosse partie de ton coût de revient sur l'ensemble. Et donc, il va falloir que tu fasses cet arbitrage que cette classe-là, elle doit peser X pourcentage du coût de revient total. Et c'est comme ça que tu vas c'est comme ça que tu vas créer ton buffet. Après, dernière chose qui est importante, donc en connaissant ma clientèle et en connaissant les périodes de réservation et la durée des séjours, nous, principalement, on est sur une clientèle qui a réservé 1 ou 2 nuitées. Donc après, on a quelques clients fidèles qui réservent pendant 2 semaines et qui reviennent d'année en année. Donc c'est vrai que ça, quelque part, on les travaille au cas par cas et en fait, on modifie le buffet un peu au cas par rapport à cette clientèle-là. Mais 80% de ma clientèle, ça va être des nuitées de une nuitée, quoi. Parfait. Donc, Parfait, parce que on ça a veut dire que cet argument-là à mettre en avant et cette chose-là à travailler parce qu'en fait, ils vont pas avoir le temps de se lasser du buffet petit déjeuner. Donc, d'un côté, ils vont consommer plus parce qu'on va être sur une tranche haute de consommation parce qu'ils vont se faire plaisir. Mais d'un autre côté, ils n'auront pas ce flottement du 3e jour où ils ont fait le tour du buffet et ils commencent à manger moins. c'est bon. Et c'est aussi pour ça que je travaille en classe. C'est parce que, par exemple, pour tes clients habitués, dans les classes, tu peux faire des rotations.
à partir du moment où tu restes dans les produits que tu as sélectionnés et qui correspondent à ton coût de revient. Et donc, ça te permet d'avoir sur 3 semaines ou sur un mois, une rotation dans les classes qui permet que ce soit pas toujours la même chose, mais que tu aies toujours tes classes. Et donc, toi, ça te permet d'avoir tes classes de coûts. Donc, ça va pas te changer complètement et te foutre tout le bordel dans tes calculs. Mais par contre, tu peux faire des rotations. Par exemple, donc, confiture et miel, c'est un très bon exemple. Dans la classe, tu peux te dire que sur le buffet, dans cette classe-là, à un instant T, il y a 4 choix. Mais toi, en stock, tu as 8 références et tu fais une rotation. Et donc, tous les 2 jours, ou tous les jours, ou toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu changes. Par exemple, un jour, c'est framboise. Enfin, tu vois, sur une période donnée, c'est à toi de choisir la temporalité du rythme. Tu as framboise, myrtille, miel et, je sais, un pastèque, tu vois, en confiture. Et hop, et la semaine d'après, là, il y en a 2 que tu changes, que tu intervertis, et ainsi de suite. Et ça permet en fait de garder un buffet avec une mise en place qui est identique et avec des classes de coûts qui sont faciles pour faire tes calculs de coûts de revient, tout en donnant pas versatilité, mais cette diversification que les clients qui restent plus longtemps ou qui reviennent régulièrement à différentes périodes vont se permettre de toujours avoir les classiques, parce que dans les classes, c'est des trucs qu'on ne bouge jamais, parce que c'est des trucs qui doivent toujours y être, parce que les clients, ils les veulent. Et puis après, tu as tout le reste qui bouge, parce qu'on a besoin, en tant que client, d'avoir des choses qui sont différentes, sinon, en effet, on se lasse, quoi. On est d'accord. Après, bon, c'est intéressant d'avoir un peu cette réflexion avec toi et de parler d'un peu tout ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce qui est produits secs? Parce que pareil, moi, ce que je me disais, c'est que bon, j'ai un peu du mal parce que c'est une petite boulangerie locale à laquelle je m'approvisionne. Est-ce que si je mets un peu plus de pain en céréales, de pain en levain et de pain de tous les types, est-ce que ça va être intéressant? Parce que quelque part, de un, les gens seront quand même plus intéressés par un pain aux céréales qu'un pain blanc par rapport à certains types de personnes. Et en plus, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre en avant du pain qui quelque part me revient pas cher au début de mon buffet, quoi. C'est sûr, surtout que vu ta clientèle, les gens qui randonnent, généralement, c'est les gens qui prennent soin d'eux. Et donc, ils prennent soin de ce qu'ils mangent. Donc, ils sont tout à fait conscients que le pain blanc et le gluten dans le pain blanc est beaucoup plus dur pour le corps que dans les pains complets. Donc, ça paraît cohérent avec ta stratégie commerciale de manière générale. Après, le meilleur moyen de le savoir, c'est de demander à tes clients. Donc, si tu as ton buffet, tu peux le travailler avec tes clients. C'est d'ailleurs l'idéal. Si tu as une bonne base d'emails clients, définis tes classes en amont et puis sonde tes clients. Tu peux leur poser la question. En fait, ce qui est déjà pas trop mal, c'est que les sondages de clients, je les ai eus à travers les avis des dernières années. Ça, Donc moi, pour l'instant, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent de la charcuterie, de la saucisse et de l'œuf brouillé. Donc ils veulent du chaud. Donc bah oui, pour l'instant, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Après, c'est vrai que tant qu'à retravailler le buffet et à y être, on va essayer effectivement de mettre en place ces rotations, d'optimiser les coûts de revient, les coûts d'achat et quelque part le prix de revente aussi pour vraiment faire quelque chose de carré pour 2024, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un super bon projet. J'avais fait ça sur un 200 chambres. C'était quand j'avais récupéré ce truc-là. Je me souviens, c'était pendant mon MBA en Californie. Et c'était un poste de coût de l'hôtel qui perdait de l'argent. Et ma mission, c'était un 4 étoiles, donc il fallait quand même que le service soit tip-top, que les produits soient tip-top, etc. Et j'avais travaillé avec le chef et on a passé quelques nuits blanches dessus pour retravailler complètement le buffet. Donc, il se trouve que comme c'était un 4 étoiles, on avait aussi travaillé avec un designer pour la mise en place, etc. Sincèrement, le chef, il aurait pu aussi bien le faire que le designer, mais bon, c'était très californien. Et c'était passionnant, mais il faut faire super gaffe que le petit déjeuner, ça peut être un gouffre à fric si c'est mal géré. Non, c'est pour ça que justement, j'essaie de un peu cadrer ça parce que nous, au final, on l'a noyé dans le prix de la prestation, donc on n'a même pas tellement ce retour de pouvoir le quantifier et d'avoir les statistiques par rapport à ça. Donc après, on sait notre nombre de clients et on sait en gros combien ça va coûter par client, vu que de toute manière, il est inclus dans le prix. Donc on peut le calculer a posteriori, mais en fait, il apparaît même pas dans les statistiques pour avoir un retour, quoi. Ça, il faudrait que tu trouves un moyen de le faire. Il faudrait que tu trouves un moyen de le faire parce que tu as aussi si tu sais, donner un exemple, on va finir là-dessus, après je dois enchaîner avec une autre réunion, mais sur 100 clients, si tu calcules et que tu sais qu'il y en a 10 qui ne vont pas prendre le petit déjeuner et que ça, c'est une réalité tout le long de l'année,
Ben, ça veut dire que déjà, en volume de ce que tu vas préparer, tu vas faire 10% de moins. Et c'est 10% d'économie en coût de revient, c'est vite énorme. Hein. Quand on dit en français que les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est pas rien, quoi. Donc souvent, quand on vend le petit déjeuner dans les hôtels, moi, un des indicateurs clés de succès que je suivais, ils ont formé les réceptionnistes à ça, c'était l'upsell du petit déjeuner, parce que nous, il n'était pas compris. Et donc, quel était notre taux de captation sur la clientèle? On était en centre-ville, donc il y avait plein d'autres options autour de nous, hein, c'était à Hollywood. Mais on était devenu super bon à former les réceptionnistes pour vendre le petit déj, et on avait un peu, je me souviens plus des chiffres, mais notre taux de captation, il était super bon, quoi. Et moi, toutes mes prévisions en personnel, en coût matière, en commande, etc., elle était liée à l'évolution de ce taux de captation et notre capacité sur les 200 chambres, à combien est-ce qu'on allait en avoir qui débarquent aujourd'hui, quoi. Et c'est quand même super intéressant parce que ça se trouve, tu as de l'argent qui flotte là quelque part que tu peux optimiser. Après, moi, pareil, la dernière réflexion qu'il y a par rapport à ce petit déjeuner, donc là, pour l'instant, ben, il est inclus dans le prix, donc j'ai les avantages que ça soit inclus dans le prix, c'est-à-dire plus ou moins 100% de taux de captation. Après, bien sûr, ben, ça influence directement mon panier client et ben, le prix de ma prestation quand elle est sur les différents canaux. Donc c'est vrai que Oui. ben, moi, au final, j'ai réfléchi moins de charges de travail, moins de personnel. Du coup, ben, le réceptionniste n'a pas à vendre le petit déjeuner vu qu'il est déjà dans la prestation. Après, Oui. c'est vrai que ben, on pourrait réfléchir à l'inverse, c'est en fait ben, d'avoir plusieurs types de buffets, c'est-à-dire le buffet express, le buffet médian et le buffet gourmand, quoi, plus ou moins. Tu pourrais, mais ça va t'obliger à contrôler parce que le buffet, c'est du self-service, ça va t'obliger à faire la police dans la salle et là, ça devient le bordel. Donc ça, je ne le recommanderais pas. Par contre, ce que tu peux faire, déjà, sans changer ta formule qui a l'air de bien fonctionner pour toi, c'est quantifier. C'est-à-dire que la personne qui est au service, chaque jour, elle fait un rapport de combien de personnes est venue au petit-déj. Ça, déjà, tu peux le faire. Et donc, tu vas cumuler, tu vas savoir, tu vas connaître ton taux de captation réel et donc, ça va te permettre de savoir, OK, ben, sur mes 22 chambres, en moyenne, j'en ai 20 qui vont au petit-déj tous les jours sur l'année. Super. Donc, tu sais qu'il y en a 2 que tu peux arrêter de quantifier dans tes achats, dans ton achalandage, etc. D'accord, bah, écoute, merci, c'est très clair et je te remercie bah, pour ces échanges et ces divers points de vue. Je t'en prie, Anthony. À la semaine prochaine. Salut. J'attends ton post sur le groupe. Dis bonjour à Eric Oui. de ma part. On l'a croisé vite fait tout à l'heure. J'espère que ça va bien se passer avec la piscine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et merci de m'avoir signé pour l'email là de rappel. Je vais regarder ce qui se passe, pourquoi c'est pas envoyé et ça explique peut-être pourquoi il y en a qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Ça marche. Bonne semaine. Salut tout le monde. Ciao. Merci, au revoir.